Voilà donc le plan Vigipirate renforcé, déclenché. Alain Richard, le ministre de la Défense, qui annonce une présence beaucoup plus intense des forces de sécurité avec un soutien des forces de la défense dans un maximum des lieux publics. Voilà pour les mesures exceptionnelles prises en France. À noter qu'une minute de silence vient d'être observée au match de football qui se déroule à Nantes, au stade de la Beaujoire. Match opposant Nantes à Eindhoven. Une minute de silence donc observée lors de cette coupe de l'UEFA. L'UEFA souhaite exprimer sa profonde horreur et son malheur face aux tragiques et terribles événements qui se sont produits ce jour aux États-Unis. Nos pensées et notre cœur vont vers les victimes de ces attaques mortelles et notre sincère sympathie vers leurs familles et amis. Voilà, et tous les matchs cependant se jouent, mais observe cette minute de silence. Regardez deux titres de la presse qui commencent à nous parvenir. L'Apocalypse pour François qui a sorti dès l'après-midi ce supplément sur l'événement, et puis Terreur à New York pour nos confrères du Figaro sur ces unes qui nous parviennent par fax. Nous attendons d'un moment à l'autre une intervention du président Chirac qui devrait prendre la parole dans les minutes à venir. Je pense que nous allons maintenant aller dans les capitales arabes avec justement les réactions en chaîne à ce qui s'est passé et ces images particulièrement choquantes de Palestiniens qui crient leur joie sitôt la nouvelle de la tragédie américaine connue. Stéphanie Renouvin. À Sion, au Liban, une foule en liesse sort dans la rue. À l'heure de la sieste, l'annonce des attentats commis en plein cœur des États-Unis tombe. Des scènes de joie en parfait décalage avec les propos du chef de l'autorité palestinienne Yasser Arafat. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances et celles du peuple palestinien au président américain, le président Bush, à son gouvernement, au peuple américain pour cet acte terrible. Nous sommes complètement en état de choc. C'est incroyable. Yasser Arafat est choqué, mais les Palestiniens réfugiés dans ce camp libanais continuent de se réjouir. Des tirs à l'arme automatique et à la roquette vers le ciel. Dans d'autres camps du Liban Sud, les habitants font éclater des feux d'artifice. À Naplouse, en Cisjordanie, ou ici, à Jérusalem-Est, les mêmes manifestations de joie. Des concerts de klaxons, des mains triomphantes s'élèvent. Les Palestiniens dansent et chantent des slogans à la gloire du terroriste saoudien Oussama Ben Laden. Ils crient que ces attentats sont des vengeances divines, une riposte venue du ciel contre la politique menée par les États-Unis dans la région. Voilà, alors on vient de voir donc les réactions de joie des Palestiniens en Cisjordanie et dans les camps de réfugiés au Liban. En revanche, condamnation de Yasser Arafat. Et puis en Israël, à noter que le Premier ministre Ariel Sharon vient de réunir ce soir le cabinet de sécurité pour évaluer la situation. Vincent, qu'est-ce qu'on peut dire de ces dernières réactions? Yasser Arafat d'un côté, Ariel Sharon de l'autre. Non, ce qui est frappant, c'est les images des liesses populaires dans les camps d'Ain el-Oué au sud Liban et dans les territoires. Il est évident que ça aura un impact calamiteux sur l'opinion américaine et qu'on ne pouvait pas imaginer pire. Ce ne sont pas les excuses ou la compassion exprimées en anglais, c'est-à-dire à destination de l'extérieur des pays étrangers, non pas à destination de l'opinion arabe, de Yasser Arafat, qui pourront compenser cette image catastrophique. Les Palestiniens avaient déjà l'armée israélienne face à eux et les colons. Ils auront désormais sans doute l'opinion américaine. La deuxième chose qu'on peut remarquer quand même, c'est que si jamais il s'avère que c'est bien Ben Laden ou la mouvance islamiste qui a organisé cette série d'attentats, eh bien ça va rendre le moral évidemment aux islamistes du monde entier, notamment du Proche-Orient, parce qu'il y a une volonté d'humilier l'Amérique, en s'attaquant au cœur de l'Empire, en s'attaquant aussi bien au World Trade Center, le commerce, l'argent, le dollar, qu'au Pentagone, c'est-à-dire la puissance militaire, qu'au département d'État, la diplomatie américaine. Il y a une volonté d'humilier l'Amérique, et ça, évidemment, ça provoque ce genre de réaction dans des populations qui sont habituées depuis 25 ans à brûler des drapeaux américains régulièrement. Mais bon, le bilan de la chose, c'est que, à l'évidence, ça va renforcer l'alliance entre Israël
et les États-Unis. Sharon joue habilement en proposant son aide, en manifestant de la sympathie, de la compassion. Il ne peut pas faire autrement. En plus, il doit sans doute le ressentir parce que pour les Israéliens qui sont victimes du terrorisme aveugle depuis des années et qui savent se battre contre eux, quelque part, ils se sentent proches des Américains qui ont été frappés aujourd'hui. Si vous venez de nous rejoindre, en tout cas édition spéciale, toute cette soirée et toute cette nuit sur LCI, sur cette tragédie américaine, rappelons-le, 4 avions dont 2 ont heurté le World Trade Center, symbole du capitalisme à Manhattan. Il était 15h heure française, 9h heure de New York au moment de la rentrée des bureaux, et au même moment un autre avion détourné s'effondrait sur le Pentagone, toujours à Washington donc, toujours pas de bilan pour l'instant. Le maire de New York est intervenu il y a quelques minutes pour dire qu'il faudrait au moins 24 heures, mais ce bilan sera effroyable et ce comptera sans doute en milliers. Vous évoquiez, Vincent, les possibles auteurs de cet attentat et on pense bien entendu à Ben Laden. Marine Jacquemin nous en fait le portrait. Derrière l'apparence trompeuse d'un grand bédouin se cache pour les Américains le diable en personne, Oussama Ben Laden. Sa tête est mise à prix par le FBI, 5 millions de $, mais l'homme compte sur la protection d'Allah et plus encore sur celle des talibans pour défier l'Occident. D'où vient le mécène du djihad mondial? Ben Laden est né à Riyad il y a 44 ans dans une riche famille saoudienne. Ce milliardaire fondamentaliste s'engage très tôt en Afghanistan contre les soviétiques dans la guerre sainte, la guerre des Moudjahidines, qui a d'ailleurs le soutien total de la CIA, ses filières d'armes et même ses missiles, dans des bases à la frontière du Pakistan où s'entraîneront des générations d'extrémistes. Après le retrait soviétique en 89, Ben Laden, devenu héros de la résistance afghane, revient en Arabie très radicalisé. Il se forge alors une haine féroce contre les Américains qui se sont installés dans la région à la faveur de la guerre du Golfe et qui n'en partiront plus. On le retrouve à Khartoum en 92, le Soudan intégriste, où il finance déjà des camps de terroristes selon la CIA. Il est déchu de sa nationalité saoudienne. Devenu hors la loi, il est alors le principal suspect dans des dizaines d'attentats, principalement contre les intérêts américains. Mais sa plus belle bataille, il la livre en août 98 dans les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie, 224 morts. Il est aussi responsable de l'attentat contre le destroyer américain USS Cole au Yémen, 17 morts. Depuis, il obsède les services secrets de la planète. On croit le voir partout, en Tchétchénie, en Malaisie, aux Philippines. Son ombre se profile derrière tous les groupes terroristes, Abu Sayyaf, les GIA. Mais au-delà de ces réseaux, le plus préoccupant concerne l'arsenal d'Oussama Ben Laden, réfugié et surprotégé dans l'Afghanistan des talibans avec une fortune estimée à des milliards de francs. Le banquier de la guerre sainte, que l'on voit ici mariant son fils en février dernier, pourrait menacer le monde selon des sources très informées d'une attaque biologique, voire d'une explosion nucléaire. En quelques années, l'homme est devenu pour des millions de musulmans, Oussama le rebelle, l'emblème de leur résistance. Voilà pour ce portrait de l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis, alors qu'encore une fois aucune revendication crédible n'est parvenue. Revenons à la situation en France à l'heure actuelle, alors que je vous le disais, les États-Unis ont fermé leurs aéroports et leur espace aérien à tout avion commercial. 8 avions d'Air France ont dû faire demi-tour au-dessus de l'Atlantique, ce qui, bien évidemment, vous le comprenez bien, a créé énormément de perturbations à Roissy. Regardez ce sujet de Bénédicte Delfaux. Plaqué au sol. Depuis 15 heures heure française, plus aucun vol n'a décollé pour le territoire américain. Du côté des compagnies américaines, on se refuse à tout commentaire. Je suis désolée, c'est strictement, on ne peut pas vous donner l'information. En ce moment, on ne sait pas plus que vous. Ici, on ne peut pas vous dire grand-chose. C'est aux alentours de 18 heures que l'aéroport s'anime. 7 vols ont été déroutés, les avions ont fait demi-tour en plein vol. Des passagers qui à cette heure devraient être arrivés aux États-Unis sont de retour en France. On ne nous a pas dit dans l'avion ce qui se passait. Pendant 1 heure, on n'a rien su. On nous a juste débarrassé notre plateau repas en urgence en nous annonçant des turbulences, mais il n'y en a pas eu. Et donc nous avons compris qu'il y avait un problème. C'était inquiétant. Ce sont des heures d'angoisse qui commencent pour certains passagers totalement ignorants de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. On habite tout près de la ville de New York, donc on a hâte de revoir tout le monde vivant. On a besoin de savoir qu'ils s'en sont sortis. C'est dur, vous savez.
Une cellule de crise a été mise en place par Air France pour apporter un réconfort aux passagers les plus désorientés. Mais dans l'ensemble, c'est dans le calme que les passagers français sont rentrés chez eux, tandis que les passagers américains se sont laissés conduire vers un taxi puis un hôtel. Ils sont bloqués sur notre territoire jusqu'à la levée de l'interdiction de survol de l'espace américain. Et à noter, on vient de l'apprendre, que la fermeture du trafic aérien commercial aux États-Unis est maintenue jusqu'à au moins mercredi soir, jusqu'à mercredi 18h. C'est ce qu'annonce un porte-parole de l'administration américaine de l'aviation civile. Nous attendons toujours d'un instant à l'autre une intervention de Jacques Chirac. Mais nous allons tout d'abord tout de suite retrouver à New York notre correspondant permanent, Pierre Alexandre, qui est en principe notre correspondant à Wall Street. Pierre, vous avez suivi cette folle journée à New York. Quelle est maintenant la situation dans la grande ville américaine ? Eh bien, tout le périmètre financier, le sud de Manhattan, est maintenant totalement bouclé et les recherches dans les décombres viennent de commencer, mais il y a toujours une épaisse fumée noire qui monte au ciel. Les chiffres de personnes susceptibles de se trouver dans les Twin Towers avant l'attaque ici est maintenant de 50 000, mais il semblerait qu'une grande partie des étages inférieurs ait pu être évacuée avant que la tour ne tombe. Le maire Rudy Giuliani s'est refusé il y a quelques minutes à donner le moindre chiffre de blessés ou de morts. Ce que l'on sait, c'est que les 170 hôpitaux new-yorkais sont mobilisés et des appels pour des dons de sang se multiplient. Les hélicoptères de l'armée aussi arrivent tout près de Manhattan, tout près des Twin Towers et commencent à évacuer des blessés vers d'autres hôpitaux plus loin, un petit peu plus à la périphérie de New York. Pierre, quelle est la situation à l'heure actuelle dans les rues, si tout le monde a été évacué et on ne voit que des ambulances, des services de secours Il faut arriver à dissocier. New York est une grande ville, il y a 8 millions de personnes. Le quartier proprement dit où a eu lieu l'explosion est maintenant vidé. Ce sont les équipes de secours, c'est l'armée qui travaille pour arriver à essayer de sortir de nouveaux blessés des décombres. La plupart des gens ont été évacués vers d'autres quartiers de New York, Brooklyn ou le milieu de la ville. Et le mot d'ordre de toutes les entreprises, de tous les groupes qui sont ici présents à New York, c'est de demander à leurs salariés de rentrer chez eux. Donc la plupart des gens maintenant sont rentrés chez eux, le métro fonctionne pour permettre cela, et donc il n'y a pas de scène de panique. Le métro fonctionne encore, oui. Le métro fonctionne encore justement pour permettre à tout le monde de rentrer au plus vite chez lui. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le maire de New York, afin justement d'éviter des mouvements de panique qui viennent s'ajouter à la tragédie actuelle. Peter Goldmark, je reviens à vous. Vous étiez responsable de la sécurité de la régie du port de New York. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle pour les secours? Qu'est-ce qu'ils ont à gérer en priorité et quels sont les soucis numéro 1 qui vont se poser ou qui se posent? Souci numéro 1, c'est de trouver ceux qui sont toujours vivants. Et avec un bâtiment qui est profond. On les voit haut, mais ils sont très très profonds. 107 étages, mais dessous... Dessous, il y avait 8 ou 9 étages, et là c'est difficile. Ça peut être très très difficile. La répartition vers les différents hôpitaux, tout ça est prévu depuis longtemps, il y a eu des plans, il y a eu... Ça c'est prévu, mais je crois qu'on n'a pas fait assez de répétitions. On va voir demain et après-demain si tout ça fonctionnait bien, il y avait un peu le chaos. On attend toujours, au moment où vous parlez, l'intervention du chef de l'État, Jacques Chirac. Je pense que nous allons maintenant aller au Pentagone, à Washington, où, vous le savez, un deuxième attentat a eu lieu en simultané sur le Pentagone, qui, là aussi, est une véritable ville, un gruyère à part entière, où un avion s'est crashé sur le bâtiment. Regardez le dernier point sur cette affaire avec ce sujet d'Olivier Santiki. Quelques minutes après la tragédie de New York, c'est au tour de Washington d'être frappé de plein fouet. Un autre symbole de l'Amérique est en flammes, le Pentagone, cœur du système militaire du pays. Comme à Manhattan, un avion de ligne, sans doute le vol American Airlines 77, vient de s'abattre sur le plus grand bâtiment du monde, où travaillent jusqu'à 29 000 civils et militaires. Une partie de la façade s'est effondrée. Déjà très vive après l'attentat contre le World Trade Center, la tension se transforme en chaos dans Washington. 2 explosions, peut-être de voitures piégées, ont retenti dans le centre-ville.
et les services de sécurité entreprennent l'évacuation de dizaines de milliers de personnes hébétées. Je suis abasourdi, complètement effrayé, et je prie pour nous tous. C'est terrible, pas seulement pour moi, mais surtout pour les centaines de personnes qui sont probablement déjà mortes. Lorsqu'on attaque nos immeubles à Beyrouth ou des endroits comme ça, il faut réagir fortement, sinon ça continue. Ces attentats, c'était juste une question de temps. Le Trésor, le Capitole, le département d'État, tous les bâtiments fédéraux sont abandonnés par crainte d'une nouvelle action terroriste. J'étais au département du commerce au beau milieu d'une réunion et ils ont fermé tous les immeubles. C'est un peu effrayant. Le passage d'un Boeing 747 dans le ciel de Washington et les patrouilles de chasseurs F-15 de l'US Air Force ajoutent à la panique. Cette fois, c'est une fausse alerte. On ignore encore le nombre de morts et de blessés qui, comme à New York, pourrait être très élevé. Les services secrets, eux, n'ont pas attendu un nouvel attentat. 1 heure seulement après l'attaque, ils évacuaient sans ménagement la Maison-Blanche et ses environs, les yeux toujours rivés vers le ciel. Voilà, donc on parle ce soir carrément d'actes de guerre, l'Empire américain frappé en plein cœur, c'est la stupeur dans le monde entier, du jamais vu dans l'histoire du terrorisme, une déclaration de guerre, on peut bien le dire, à la première puissance mondiale, puisque cette série d'attentats a détruit aujourd'hui les symboles de la puissance financière et militaire de l'Amérique. On va revenir tout de suite avec Patricia Loison sur les dernières menaces qui visaient les Américains. Oussama Ben Laden, nouvel ennemi numéro 1 des États-Unis, en tête de la liste du FBI. Sa tête est mise à prix à 5 millions de dollars. Pour Washington, il est l'instigateur des 2 attentats anti-américains en Afrique en 1998. Au début de cet été, les Américains reçoivent de nouvelles menaces de la nébuleuse Ben Laden. Les forces armées dans le Golfe sont placées en état d'alerte. Tous les ressortissants à l'étranger sont priés de faire preuve de vigilance. Certaines ambassades américaines sont fermées momentanément par mesure de sécurité. Depuis cet été, une nouvelle cassette de Ben Laden circulerait au Moyen-Orient. Le riche fils de famille saoudien, devenu l'emblème du nouveau djihad, lance un appel à tous les moudjahidines. Vos frères en Palestine vous attendent, dit-il. Il est temps de pénétrer en Amérique et en Israël et de les frapper là où ça leur fait le plus mal. D'autres prédisaient aussi cet été de futurs coups portés sur les intérêts américains. Fin août dernier, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe prédisait que jour après jour, les Américains vont être affectés par ce qui se passe au Proche-Orient. Je ne peux pas dire quand, où et comment, mais ils devront porter la responsabilité de leur politique négative. Alexandre Adler, vous êtes responsable de l'hebdomadaire Politique Internationale. La grande question, encore une fois, Courrier International, pardonnez-moi, la grande question qui se pose, c'est comment a-t-on mis en place une telle organisation aussi bien huilée, apparemment, 4 avions qui, de concert, on peut penser aux mains de terroristes, en tout cas détournés, vont frapper au cœur de l'Amérique sans que l'on ait de clignotants qui s'allument, sans qu'on ait des espions qui disent attention, il peut se passer quelque chose. C'est arrivé d'un coup. Wow. La question la réponse se divise en 2. D'abord, il faut une organisation puissante, structurée. Il n'y en a pas 36 000 aujourd'hui dans le monde qui déploient une telle haine à l'égard des États-Unis. Et ensuite, il faut un service de renseignement puissant, mais déstructuré, décomposé profondément. Il n'y en a pas 36 000 aussi dans le monde, c'est la CIA. Donc, en fait, nous avons là le drame. D'un côté, Oussama Ben Laden, un homme résolu, très malade, très meurtrier. Il vient probablement de blesser ou peut-être même de tuer Ahmed Shah Massoud, d'ailleurs par une méthode un peu plus artisanale mais voisine. 2 journalistes arabes qui se sont fait sauter avec une caméra pour le Vous pensez que tuer. l'événement de dimanche peut être lié avec ce qui se passe aux États-Unis? L'événement de dimanche Massoud. L'élimination du principal opposant, la tentative du principal opposant afghan. Non, mais enfin, si vous voulez, c'est une façon pour Oussama Ben Laden de payer son loyer aux talibans, n'est-ce pas? Il l'abrite, il le protège dans la profondeur du territoire afghan. Il faut bien qu'il milite aussi pour l'Afghanistan. Et d'ailleurs, une partie de ce qui s'est passé en Tchétchénie est aussi imputable à cela. Il a délégué son lieutenant, le Jordanien Ratab, auprès des Tchétchènes, parce que les Russes apportaient à Massoud
et aux opposants aux talibans une aide de plus en plus efficace. Donc il les a frappés là où ça faisait mal, en Tchétchénie, de la même façon que il a essayé de déstabiliser le pouvoir démocratique en Indonésie qu'il déteste, avec Abu Sayyaf à la jointure de la Malaisie, des Philippines et de l'Indonésie. Une multinationale terroriste. C'est un maoïste islamiste, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il prend les territoires vides, l'Afghanistan, le Soudan, il a essayé en Albanie sans y parvenir, et de son idée, il domine des régions qui sont fondamentales dans le monde musulman, le Pakistan, l'Égypte, avec l'idée de déstabiliser, et un jour de s'emparer d'un État. Pour l'instant, Ben Laden, c'est la seule piste qu'on ait, parce qu'il n'y a pas d'autres suspects, en fait. Les talibans ont démenti en son nom son implication dans l'attentat, de même que lui-même avait démenti, ou fait démentir par son organisation, sa responsabilité dans l'attentat contre Massoud. Oui, tout le monde a démenti, mais le terrorisme palestinien résiduel, c'est un terrorisme nationaliste, organisé, sponsorisé par des États, quelque chose de... On pourrait dire que maintenant c'est la préhistoire du terrorisme. On est rentré aujourd'hui dans une autre dimension du terrorisme, une sorte d'hyper-terrorisme. Et ça, finalement, qu'est-ce qui peut jouer le rôle de cette espèce de chef d'orchestre clandestin capable d'activer 4 ou 5 ou 6 groupes de kamikazes et de coordonner leur action? C'est un attentat qui a dû demander une logistique assez impressionnante, qui a dû être planifié sur des mois, qui a été réalisé de main de maître, qui cherche à frapper les imaginations et qui est mené Vincent, si je des années ou des années, peut-être. La riposte américaine va être terrible. Comment vous l'imaginez? Qu'est-ce que vous l'espérez, mais je ne pense pas que ce soit si simple pour les raisons très claires que nous expliquait Vincent. C'est-à-dire que on ne peut pas prendre en cible l'État afghan. Mais on peut au moins commencer... On peut vitrifier Jalalabad, où on sait que c'est tenu pendant un temps Ben Laden. Mais ça, c'est pour l'opinion américaine. C'est pas ça qui règle le problème. Le problème, c'est que vous avez une armée aujourd'hui d'islamistes qui pensent qu'il faut chasser les Juifs de Jérusalem et qu'il faut chasser les Américains de la Mecque. Vous avez une volonté idéologique et une détermination qui va jusqu'au don de soi, jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à la mort. Face à ça, vous êtes quand même drôlement désarmés, et c'est pas en allant vitrifier un territoire, un maquis, qu'on règle le problème. Si je vous arrête, les États-Unis d'un mot, les États-Unis d'un mot annoncent ce soir que porte-avions et lance-missiles sont envoyés au large de New York, mais aussi devant, en tout cas un peu plus loin de Washington. La riposte américaine, pour vous, ça c'est de la gesticulation? Oui, bien sûr. Ça rappelle que c'est la première fois depuis 1812 que le territoire américain a été touché. En 1812, la flotte britannique avait débarqué quelques fusiliers marins qui avaient mis le feu à la Maison Blanche et au chantier qui était la ville de Washington. Et puis il n'y a plus rien eu après jusqu'à aujourd'hui. Pearl Harbor, il faut le rappeler d'abord, il y avait 3000 marins qui ont été tués, c'est-à-dire probablement moins qu'aujourd'hui. Et c'était une base avancée au milieu du Pacifique, loin du territoire métropolitain, et pourtant l'émotion a été immense. Et je crois que... Le sous-marin allemand aussi qui aurait bombardé... Oui, il y a un sous-marin allemand qui a été perdu à longue haleine. Là n'est pas la question. Mais ce n'est rien, Je veux dire que là, c'est un geste sans précédent dans l'histoire américaine. Comment on explique cet aveuglement de la CIA qui n'a apparemment rien vu venir? Bon, écoutez, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que depuis 1989, il y a quelques spécialistes qui s'intéressent à la politique étrangère américaine, nous les connaissons. Et le peuple américain a considéré, un peu comme le disait Francis Fukuyama, que la guerre était gagnée et qu'il était temps de revenir au fond de ce qu'est la vie américaine. Business of America is business. Les diplomates aujourd'hui au département d'État restent environ 2 ans et demi en poste et après ils partent dans les affaires, ils se font un carnet d'adresses. Les militaires font des carrières de 3 à 5 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, ce système a fini par être la caricature qu'on lit dans Catch-22, c'est-à-dire qu'on a tout mis finalement dans l'économie de marché. Et effectivement, est devenue une société de marché, pour citer ce qui apparaît aujourd'hui au grand jour, c'est cette vulnérabilité de cette première puissance mondiale. On a du mal à imaginer, par exemple, que le Pentagone n'était pas protégé par des missiles. Il n'y a pas eu un espion dans la CIA pendant la guerre froide important. Et puis, on arrive à la fin de la guerre froide. Le fils d'un des fondateurs de la CIA, un certain Aldrich Ames, il a tellement de dettes parce qu'il a acheté des actions bas prix, et puis il a une petite amie, et puis il a une Ferrari. Il ne sait plus comment il va faire, et il a l'idée de génie. Il franchit la porte de l'ambassade soviétique. C'est la dernière année de Gorbatchev, vous voyez, le prestige de l'Union soviétique. Et il lui file absolument le listing de tous les espions américains en Union soviétique. Voilà la situation aujourd'hui de cet organisme qui, par ailleurs, recrute des gens plutôt mormons,
qui viennent de l'Utah parce que également on essaie de savoir si personne n'a fumé de marijuana. C'est la rigidité américaine. Le politiquement correct. En régie, on me dit que Jacques Chirac est maintenant à l'antenne, le président. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont une épouvantable tragédie. Jamais aucun pays dans le monde n'a été la cible d'attentats terroristes d'une telle ampleur, ni d'une telle violence. Je veux redire au peuple américain la solidarité de tous les Français dans cette dramatique épreuve. Nos pensées vont en particulier à toutes les victimes, à leurs familles, à leurs proches. Ce qui s'est produit aux États-Unis nous concerne tous. J'imagine les sentiments que chacun d'entre vous éprouve ce soir, sentiments d'horreur et peut-être d'inquiétude. Et j'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous parler. Nous ne connaissons à ce stade ni les auteurs, ni les raisons de ces actes barbares. La situation requiert néanmoins sang-froid, mais aussi vigilance et mobilisation. C'est pourquoi j'ai réuni ce soir à l'Élysée un conseil restreint avec le Premier ministre et les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur, des Transports. Les mesures de précaution qui s'imposent ont été prises immédiatement par le gouvernement. Et le plan Vigipirate, que vous connaissez, est mis en œuvre. Nous agissons avec le Premier ministre, bien sûr, en étroite concertation, et évidemment tous les pouvoirs publics sont mobilisés. Par ailleurs, je suis en contact avec les responsables européens afin que nos décisions soient bien coordonnées. Et je viens en particulier de m'entretenir longuement avec le chancelier allemand, Schröder, et le Premier ministre britannique, Tony Blair. La France sait qu'on ne peut lutter efficacement contre le terrorisme que par une action déterminée et collective. Et elle fera ce qui doit être fait. Voilà, vous venez de suivre donc en direct depuis l'Élysée l'intervention de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui a exprimé donc sa solidarité au peuple américain. Nous sommes tous concernés, affirme le président de la République. Un conseil restreint s'est réuni en début de soirée à l'Élysée. La France déclenche donc le plan Vigipirate renforcé. Anita Hausser, vous venez de suivre cette intervention du président de la République. Oui, alors je crois qu'il faut noter le ton particulièrement calme de Jacques Chirac, qui s'était exprimé une première fois aujourd'hui, mais c'était sous le coup de l'émotion, c'était cet après-midi en Bretagne. Il a écourté son voyage, donc là ce soir c'était le discours rassurant pour les Français, parce que c'est vrai qu'on a eu tous un moment de panique au cours de cette journée. Il a aussi voulu montrer qu'il tenait les rênes, et ça m'a beaucoup frappé, parce qu'il parle de concertation avec le Premier ministre et le gouvernement, mais enfin, il a voulu marquer le coup, montrant qu'il chapeaute bien les opérations de maintien, enfin c'est aussi son domaine réservé. C'est son domaine réservé. Enfin, vous savez que là-dessus, il y a débat pour le partage. La preuve, c'est d'ailleurs que cet après-midi, Lionel Jospin avait réuni les ministres importants à Matignon, et que Jacques Chirac a fait annoncer, et ça aussi c'est une première, qu'un conseil restreint se tiendrait à l'Élysée. D'habitude, les conseils restreints, on les annonce pendant qu'ils se tiennent ou au mieux après. Mais pas avant. Pas avant. Merci beaucoup Anita. Non, compassion, détermination, c'est le discours d'un président. Après tout, si vous reprenez ce qu'a dit George Bush cet après-midi, vous retrouverez la même chose. Dieu vous bénisse en moins à la fin du speech. Et puis un mot pour protéger, pour féliciter ceux qui s'étaient battus pour sauver des victimes qu'il y avait dans le discours de Bush. Mais bon. Notez aussi l'action déterminée et collective, hein, ici de Blair, ici de Schröder, action européenne. Demain matin, il y a réunion des ministres des Affaires étrangères des 15 qui se réunissent en urgence à Bruxelles. Je pense que Oussama Ben Laden doit être terrorisé à l'idée de cette coordination européenne. C'est ça la question, c'est que comme on ne sait rien sur l'enquête, c'est de la gesticulation. C'est pas de la gesticulation. Peut-être qu'ils ont des informations qu'ils pourront échanger, sait-on jamais. Mais on pourra en tout cas. Par exemple, il y a eu une tentative d'Oussama Ben Laden à Birmingham l'automne dernier. De très grandes quantités d'explosifs ont été trouvés par la police britannique, mais ça a été éventé donc à temps.
un certain nombre de renseignements ont permis ceci. Il y a eu aussi probablement une tentative en Allemagne, je crois, cet hiver. Et ce genre de choses n'est pas rendu public d'habitude parce qu'on ne veut pas augmenter la panier. Voilà. Donc en fait, mais non, je crois que nous sommes un peu protégés. Mais on n'a pas de problème avec Ben Laden, comme on n'a pas non plus de taupes soviétiques. Merci à vous tous. Vous restez bien entendu avec nous. On apprend que George Bush, d'ailleurs, réunit son conseil de sécurité au centre de commandement du Nebraska, le président américain, qui n'est pas rentré à la Maison-Blanche, qui, elle, a été évacuée. Je vous rappelle également... En cas d'alerte nucléaire. Donc c'est pour les alertes rouges. Le président se rend là-bas quand il y a, enfin, c'est un PC enterré comme celui de Taverny en France, mais en beaucoup plus solide. Donc vraiment là, la mise en scène est maximale. Vous restez avec nous, il est pratiquement 21h30, il n'y a toujours pas de bilan de cette double catastrophe qui frappe au cœur même des États-Unis. Catherine. Oui, donc difficile encore d'avoir un bilan. Rudolph Giuliani, le maire de New York, estime qu'il n'y aura pas de véritable bilan avant au moins 24 heures. Cette série d'attentats a en tout cas détruit aujourd'hui tous les symboles de la puissance financière des États-Unis et la puissance militaire à Washington et à New York. Tout a commencé un peu avant 15 heures, heure française. Il était en fait 9 heures, heure locale à New York, avant que Washington ne soit à son tour frappé. Le récit tout de suite de Thomas Auroux. Quelques minutes après le premier crash, un second avion s'encastre dans la deuxième tour du World Trade Center de New York. Il est près de 9 heures du matin, l'heure de pointe où les New-Yorkais vont travailler. L'explosion est gigantesque, elle laisse derrière elle un trou béant. 40 000 employés occupent les locaux du World Trade Center. Certains sont faits prisonniers par les flammes et réclament de l'aide. Des fenêtres des bureaux, des corps tombent au pied des tours. Pris par la panique, des milliers de personnes fuient les bureaux sous une pluie de cendres et de débris en feu. Un immense périmètre de sécurité est rapidement dressé. Rapidement, le FBI indique qu'il s'agit d'un acte mal intentionné, en clair d'un attentat. Le FDLP, le Front de Libération de la Palestine, sans plus de précision, revendique l'attentat quelques dizaines de minutes plus tard, avant de démentir. Le premier avion, un Boeing 767 de la compagnie American Airlines, a été détourné ce matin par des terroristes après son départ de Boston, sur les tours jumelles de Manhattan. Tous les aéroports de la ville sont fermés par crainte d'une nouvelle attaque. Celle-ci survient quelques minutes plus tard. À Washington, un troisième avion percute le Pentagone, l'équivalent du ministère de la Défense. L'établissement est aussitôt évacué, puis le département d'État est touché à son tour par l'explosion d'une voiture piégée. Par précaution, le personnel de la Maison-Blanche quitte lui aussi ses bureaux. Au même moment, à New York, une des deux tours s'effondre, cassée en deux par la violence du choc. Une véritable panique s'empare des rues de Manhattan. Puis c'est le deuxième bâtiment qui s'effondre à son tour et déverse ses débris dans une tempête de cendres. Les deux tours de Manhattan viennent d'être rayées de la carte. Les premiers blessés sont évacués en toute urgence, dans le chaos le plus total. Impossible d'évaluer le nombre de victimes. Le maire de New York parle d'un chiffre terrifiant. Plus d'une heure après la première explosion, un Boeing 757 qui devait assurer la liaison Newark-San Francisco s'écrase près de Pittsburgh en Pennsylvanie. Un avion de la compagnie United Airlines, tout comme l'un de ceux qui s'est abattu sur les tours de New York. Débordés par la situation, les autorités américaines stoppent tous les vols commerciaux. En Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France ont annulé leurs vols vers les États-Unis. Voilà, et pas de bilan avant 24 heures, indiquait Rudolph Giuliani, le maire de New York. Tout à l'heure, vous avez pu suivre son intervention en direct. On apprend également que des porte-avions et des lance-missiles sont envoyés en ce moment devant New York et que le président Bush, qui n'est pas à la Maison-Blanche, qui a été évacué, se terre dans son PC secret du Nebraska, où il a réuni tout son état-major PC anti-nucléaire. Revenons aux images de cet apocalypse de ce matin, peu avant 9 heures, heure de New York, quand les bureaux se remplissent. On parle de 80 000
1000 personnes qui travaillent à Manhattan, avec ce reportage d'Alain Amar tourné au cœur même des Twin Towers. Après les premiers moments de stupeur et d'horreur, les forces de l'ordre bouclent un large périmètre autour du World Trade Center, fermant l'accès au sud de Manhattan. Les témoignages recueillis par les caméras des télévisions américaines sont impressionnants. Des dizaines de personnes auraient été vues en train de sauter des fenêtres des deux tours. Je regardais le feu et j'ai vu des gens tomber des fenêtres. C'était terrifiant. J'ai entendu une énorme explosion, tout s'est assombri, ça n'était pas de la neige. Je me suis retourné, ça venait du bâtiment et c'était un vrai cauchemar. Je descendais la 6e avenue, des gens remontaient la rue très vite. Je lève la tête et je vois la tour qui s'effondre. Tout le monde s'arrête et hurle. Et au même moment, un pompier me dit que le Pentagone venait aussi d'être touché. J'allais prendre mon métro pour aller à mon bureau et donc à ce moment-là, la première tour était en feu avec des flammes et de la fumée. C'était vraiment incroyable à voir. Et à ce moment-là, j'ai vu un deuxième avion, un genre de Falcon. C'était vraiment un jet qui est arrivé. Donc je me suis dit, il doit être rempli d'eau et il va essayer d'éteindre les flammes. Mais en fait, pas du tout. Il est arrivé dans à peu près aux 3/4 de la deuxième tour. Et à ce moment-là, il y a eu un crash incroyable. Tout a volé en éclats. Vous voyez encore les éclats blancs de l'avion qui volaient comme des confettis, et à ce moment-là, la deuxième tour a pris feu, et tout ça s'est embrasé, et tous les New-Yorkais étaient en train de voir ça. Enfin, c'était vraiment incroyable, ça faisait froid dans le dos. L'effondrement des deux tours a provoqué des vagues de panique dans les rues avoisinantes. Des milliers de personnes recouvertes de cendres et de débris, certains blessés, couraient dans les rues en direction du nord. Un grand boom. Je descends les marches, tout allait bien jusqu'à mon arrivée au sous-sol. Nous avons été pris au piège avec un autre type et on a été touché à la tête. Nous avons réussi à sortir des décombres. On s'en est bien tiré finalement. D'autres poussaient des cris d'effroi, d'autres encore étaient en pleurs. Je pensais pas que ça puisse arriver, vraiment pas. Je pensais pas que quelque chose comme ça puisse arriver. Je pensais que nous étions en sécurité. À partir du moment où on a été touché, l'immeuble a été touché, moi j'ai été projeté contre la fenêtre. Moi j'ai eu la chance de pouvoir sortir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu. Il y a des gens qui descendaient les escaliers. La télévision vient de faire un appel aux donneurs de sang pour que les gens aillent donner leur sang dans les hôpitaux de New York, du nord de New York. Et viennent de faire également un appel pour les chirurgiens plasticiens, parce que manifestement, il y a beaucoup de monde qui a souffert de brûlures, vraisemblablement. Donc un appel est fait, mais malheureusement, personne ne peut y accéder, puisque les aéroports sont entièrement fermés, ainsi que les trains, il n'y a plus aucun moyen pour y arriver. Vers midi, heure locale, la plupart des immeubles de bureaux de Manhattan, même ceux situés très loin du lieu de l'attentat, ont été évacués. Voilà, donc vous venez de voir ces images du double attentat à New York, au World Trade Center. Une première tour frappée, puis la deuxième. Les flammes, la fumée noire s'élevant des parties supérieures des deux tours, avant que chacune des deux tours ne s'effondre. Les sauveteurs sont bien sûr intervenus lors des incendies. Des sauveteurs qui se sont rapidement trouvés pris au piège. Le récit de Cyril Offray. Déambulant au milieu de centaines de tonnes de gravats effondrés, les sauveteurs sont comme immobiles, désemparés. Venus aussi rapidement que possible sur les lieux de l'attentat, ils ont eux-mêmes été pris au piège. Certains se trouvaient à l'intérieur des tours du World Trade Center lorsqu'elles ont commencé à vaciller, puis tomber. Nous sommes restés parce que notre officier était prisonnier. Nous avons essayé de creuser pour le libérer et c'est alors que tout s'est effondré autour de nous. Dans cet amas informe, les sauveteurs essaient sans relâche de trouver la trace de quelques survivants, mais la tâche s'annonce quasi impossible. Aucune idée encore du nombre des victimes, mais les explosions successives, la panique et surtout l'heure du drame laissent présager le pire. Voilà, et le groupe d'Oussama Ben Laden, ennemi public numéro 1 aux États-Unis, est bien entendu soupçonné. C'est ce qu'indique à l'instant un haut responsable américain, mais sous le couvert de l'anonymat toujours. Colonel Dufour, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. J'aimerais
avoir le point de vue du militaire. Comment est-ce qu'une telle organisation d'abord a pu se mettre en place, une telle logistique, sans que l'on apparemment ne sache rien et puisse toucher au cœur de la finance et de la défense américaine de cette façon? Je crois qu'il faut prendre ça au niveau le plus stratégique possible. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de Pearl Harbor. Et alors la comparaison est bonne parce qu'il y a un échec des États-Unis, et la comparaison est bonne parce qu'il y a une grande surprise aux États-Unis et dans le monde. La comparaison est mauvaise parce que l'ennemi à Pearl Harbor était bien connu. Et là, on ne le connaît pas, quelles que soient les spéculations qu'on peut faire. Et il faudrait surtout pas que les Américains, comme ils en ont l'habitude, parce que c'est une puissance militaire, vitrifient un désert, comme le disait tout à l'heure Vincent Hervouet. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque... Le Brésil, c'est pas le Brésil, c'est pas la Colombie. Remarque d'Alexandre Adler. Bien sûr, oui. Mais enfin, il faut frapper l'individu ou les individus qui ont fait ça. Il ne faut pas frapper des peuples. Or, c'est une vieille tradition de l'aviation stratégique américaine de bombarder. Continuez sur vos hypothèses du déroulement de ce double attentat. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'une action de guerre très sophistiquée comme celle-là peut réussir, ça s'est produit. Mais 3 ou 2, simultanément, au même moment, avec une extraordinaire précision, ça c'est extraordinaire et ça n'est pas encore expliqué. Sinon, par la présence derrière ces terroristes d'accord pour se suicider, la présence d'une organisation d'une extraordinaire qualité. Deuxième point, c'est que manifestement, les Américains se sont fait surprendre. Sans doute n'ont-ils pas l'habitude d'être attaqués chez eux, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, à part quelques ballons japonais et quelques hydravions allemands qui ont fait fort peu de dommages aux États-Unis, c'est la première fois. Alors, ce qui explique peut-être leur manque de vigilance. Leur manque de vigilance, il y a l'impression que chez eux, ils ne risquent rien, sinon des attentats dus à quelques sectes d'extrême droite. La troisième remarque qu'on peut faire militairement et stratégiquement, c'est que pour la plus grande puissance militaire de la planète, à un point inimaginable, personne ne peut leur arriver à la cheville, a été tournée. Ces défenses ont été contournées, ces défenses ont été ridiculisées. Et c'est une leçon très impressionnante parce qu'elle peut toucher n'importe quel autre pays. La France peut-être. Et d'ailleurs, la France a failli être victime en décembre 1994, rappelez-vous cet Airbus d'Air France, qui a été kidnappé par 3 terroristes, dont l'ambition, même si elle n'était pas achevée, était de se précipiter sur Paris. Dans le scénario présent, il a fallu sans doute des pilotes terroristes, parce qu'on imagine mal les commandos de bord, que ce soit d'American ou d'United, précipiter leur avion contre de tels objectifs remplis d'êtres humains. Effectivement, le pilote d'Air France qui pilotait l'avion d'NTB, il y a 25 ans, a raconté que normalement les consignes sont d'obéir aux terroristes. Ceci étant, il n'est pas question d'obéir à un terroriste qui vous dit de vous suicider. Donc on peut effectivement imaginer que les pilotes et les copilotes aient été neutralisés, qu'un pilote ait pris les commandes, mais j'entendais dire quelqu'un que c'était pas très difficile de piquer à 45 degrés, mais c'est quand même à 800 à l'heure trouver et frapper exactement le bon étage à quelques étages près, c'est d'une précision rare et ça suppose un pilote qui connaisse un minimum la manœuvre. Et rappelons aussi ce drame que dans les 4 appareils au total, 2 de United, 2 d'American, on compterait environ un peu plus de 260 victimes. Regardez justement ce sujet de Jean-Pierre Ferré sur la possibilité de réaliser de tels attentats simultanés. Dès que quelque chose d'anormal se passe dans le ciel, on le sait très vite. Les radars de défense et de contrôle aérien tournent 24 heures sur 24. 3 anomalies sont détectables sur l'instant. La première, lorsque l'écho d'un avion n'est pas identifié. C'est que l'électronique de bord de l'appareil ne renvoie pas le code qui doit s'inscrire sur l'écran radar et qui permet de reconnaître tel ou tel vol. La deuxième, c'est lorsque l'avion ne suit pas la trajectoire prévue par son plan de vol. Un plan déposé par le pilote avant chaque décollage et transmis au contrôleur aérien concerné. La troisième, enfin, c'est lorsque l'appareil ne répond pas aux appels radio. Une seule de ces 3 anomalies suffit à déclencher l'alerte. Chaque pays maintient en permanence au moins une patrouille d'avions de chasse prêts à décoller en moins de 5 minutes. Il s'agit d'abord d'aller voir ce qui se passe. Il peut s'agir d'un avion en détresse. Donc, les autorités aéronautiques américaines avaient décelé, c'est évident, les anomalies. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas si les chasseurs américains avaient pris l'air. Les choses se sont passées très vite. Les avions concernés effectuaient tous des vols intérieurs. Mais même si les chasseurs étaient prêts à intervenir, qu'auraient-ils pu faire? Ouvrir le feu pour abattre les avions suicides? Mais il faut répondre d'abord à 2 questions. Est-on prêt à sacrifier les passagers otages?
Et où les débris vont-ils retomber? C'est une décision imprenable. En France, elle relève du président de la République et du Premier ministre. Les mesures de sûreté aérienne prévoient que le pilote peut aller jusqu'à la destruction. Et on l'instruit en vue d'appliquer, s'il le fallait, toutes les mesures. Une certitude cependant, dans un scénario d'apocalypse comme celui-ci, toute notion de rationalité ou d'humanité n'a plus de sens. Alors, colonel Dufour, on vient de le voir, est-ce que dans un tel scénario catastrophe, ça veut dire que donc toutes les mesures de sécurité aérienne n'ont pas été appliquées et n'ont pas pu être appliquées? On n'a même pas détecté les avions dans l'espace aérien. Alors il va y avoir des enquêtes monstrueuses aux États-Unis pour déterminer les responsabilités et le danger et les mesures à prendre pour éviter le retour d'une telle... Mais qui prendrait la responsabilité de tirer sur un avion civil? Personne. Certains pays le font. Ouais. Ceci dit, et puis il faut se décider très vite. L'État hébreu c'est d'autant plus fait. Oui, on dit qu'Israël le fait et est capable de le faire. C'est très facile à dire quand on est loin, quand on est au calme. Mais là, on est au-dessus de New York. Que les Américains prennent la décision d'abattre un Boeing alors qu'ils n'ont probablement pas de liaison avec cet avion. Car le premier souci des terroristes, c'est de couper le contact avec la tour de contrôle. Donc le pilote ne peut pas dire ce qui se passe. Donc la tour ne sait pas. Donc elle ne peut pas alerter la défense aérienne pour dire et qui va donner l'ordre de frapper? Le président des États-Unis. Décision. Et à Washington, on peut penser qu'il y a des missiles autour du Pentagone, qu'il y a une défense antiaérienne? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'y a pas de missiles antiaériens autour du Pentagone. Je n'en ai pas vu. La seule défense antiaérienne qui existe aux États-Unis, outre ce qui dépend du NORAD, c'est-à-dire l'ancienne route d'un bombardier soviétique éventuel par le Grand Nord, c'est face à Cuba. C'est en Floride et jusqu'à Houston, il y a une défense aérienne, mais elle est très faible. Jamais les États-Unis, comme le dit le colonel Dufour, n'ont attendu une vraie attaque aérienne sur leur territoire. Et ça veut dire que la première puissance mondiale n'est pas maître de son espace aérien. L'espace aérien, vous savez, on a quand même... L'armée de l'air américaine n'est pas d'une infinie en nombre, et elle est plutôt déployée sur des bases avancées, depuis le Golfe Persique jusqu'au Kosovo, plutôt que autour de Washington et New York, qui ne sont pas des cibles évidentes. Revenons-en. Je crois qu'il faut quand même dire une chose, c'est que personne n'a jusqu'à présent envisagé qu'on puisse aller défier les États-Unis sur leur terrain, dans leur pays. Personne n'a imaginé qu'un groupe aussi riche soit son chef ou son fédérateur, Ben Laden, puisse se lancer une guerre contre l'Amérique. C'était un scénario inenvisageable. On a attaqué les diplomates américains, il y en a 35 qui ont été tués dans leurs fonctions depuis 20 ans. On a attaqué les ambassades, les casernes de GIs à Beyrouth. On a attaqué les intérêts américains dans le monde. Mais on n'est jamais allé jusqu'aux États-Unis, sauf avec ce précédent du World Trade Center déjà, et qui était un attentat finalement assez classique. On en revient, si vous le voulez bien, à la situation en France, où vous le savez, le plan Vigipirate a été maximalisé ce soir. On apprend d'ailleurs à ce sujet que des avions sont prêts à décoller en 2 minutes. Une vingtaine d'avions français qui sont prêts à décoller dans les 2 minutes. Je vous rappelle aussi que le Quai d'Orsay a mis en place une cellule de crise. On va peut-être voir le numéro s'afficher si vous avez des proches aux États-Unis ou si vous êtes inquiet, bien entendu. Et on revient sur la mise en place de ce plan Vigipirate avec ce sujet de Candice Mamet. Le plan Vigipirate, c'est un renforcement général des contrôles dans tous les lieux publics. Les douaniers sont postés autour des aéroports pour en contrôler l'accès. Des blindés sont même disposés le long des pistes pour protéger les avions. À Roissy, en 1995, le plan Vigipirate avait engendré le déploiement de 900 douaniers, 1000 agents de la DICILEC, l'ancienne police de l'air et des frontières, et d'une centaine de militaires. Des militaires déployés sur tout le territoire pour aider le travail des 75 000 gendarmes, des 130 000 policiers et des 15 000 douaniers mobilisés lors des plans Vigipirate renforcés. Des douaniers qui vont devoir également renforcer la surveillance aux frontières, un peu plus relâchée depuis les accords de Schengen. Dans les gares et dans le métro aussi, le moindre paquet suspect est traqué, les identités sont vérifiées et de nombreuses fouilles sont effectuées. Et l'armée se tient en réserve sur l'ensemble du territoire. Alors tout de suite, nous retournons aux États-Unis, les États-Unis où le FBI vient de démarrer une conférence de presse. Nous l'écoutons. Le gouvernement fédéral continue à fonctionner efficacement. Nous avons un plan d'urgence
Et sous la direction du président Bush, nous avons commencé à le mettre en œuvre dès la première attaque qui s'est produite ce matin à New York. Nous avons contacté les forces américaines et les ambassades des États-Unis de par le monde. Nous les avons mises en état d'alerte. Les services secrets américains ont immédiatement assuré la sécurité du président, du vice-président, du speaker. Ils sont tous en sécurité. Il y a également des membres de l'équipe du Conseil de sécurité. Le président Bush, comme vous le savez tous, se trouvait en Floride lorsque la première attaque a eu lieu ce matin. Air Force One a maintenant atterri au Nebraska. Et le président est en lieu sûr. Il est en contact permanent avec le vice-président et avec des membres importants de son cabinet et de l'équipe qui s'occupe de la sécurité nationale. Le vice-président et le conseiller à la sécurité nationale se trouvent placés dans un lieu sûr à la Maison-Blanche. J'en viens. Le ministre des Transports ainsi que d'autres hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche sont tous là-bas et nous sommes en train de travailler en coordination avec d'autres branches du gouvernement. Le ministre de la Défense est au Pentagone. Quant au secrétaire d'État, il revient d'Amérique du Sud pour se rendre à Washington. Le président Bush est en réunion avec le Conseil de sécurité nationale en ce moment même. Comme un grand nombre d'entre vous le savent, l'administration de l'aviation fédérale a demandé que tous les aéroports soient fermés. Il a également été demandé à tous les avions en vol d'atterrir à l'aéroport le plus proche. Les vols internationaux ont été détournés vers d'autres pays, en dehors des États-Unis. Quant au ministre des Transports, il a demandé à la FFA d'arrêter toutes ses opérations jusqu'à demain midi. Au plus tôt, ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun vol jusqu'à demain midi, c'est-à-dire tant que la FAA n'aura pas autorisé la reprise des vols. Il a également été demandé que tous les navires qui sont dans les eaux navigables américaines soient surveillés. On a activé le travail d'équipe spéciale à New York qui s'occupe de sécurité et de sauvegarde. Il y a également des équipes qui travaillent au Pentagone à Washington. Chaque agence fédérale a mis en œuvre des plans qui permettent d'assurer la continuité du gouvernement pour que le gouvernement continue à fonctionner. Les marchés sont fermés aujourd'hui à cause de la situation à Manhattan, mais le système financier américain a continué à fonctionner. Les banques sont restées ouvertes toute la journée. La Réserve fédérale a fonctionné normalement et de façon permanente. Le ministère de la Santé et des Services humains ont mobilisé des personnes et des services pour aider les autorités locales qui travaillent avec diligence à répondre et à aider les victimes de ces attentats. Le président Bush a fourni toutes nos ressources de police et de renseignement pour poursuivre et juger les responsables de ces attentats méprisables. Le département de la justice a mis au point une hotline pour les familles qui craignent que quelqu'un ait été la victime de ces attentats. Le numéro vous sera communiqué très bientôt. Nos concitoyens, des concitoyens ont été attaqués aujourd'hui. Personne ne peut mettre en doute la volonté, la résolution du peuple américain. Nous remercions les milliers d'Américains qui aident aux opérations de sauvetage. Nous demandons à nos concitoyens américains de prier pour les victimes, pour leurs familles, pour ceux qui travaillaient aux opérations de sauvetage, pour le pays. Merci. Nous vous tiendrons à jour au fur et à mesure des informations. Voilà, le pays continue de tourner, dit en quelque sorte cette porte-parole du FBI, alors que je vous le rappelle, aucun bilan crédible ne sera diffusé avant 24 heures, disait le maire de New York, le Rudolph Giuliani. Je vous propose de revenir sur le factuel maintenant, sur ce qui s'est passé ce matin avec ce terrible attentat contre le World Trade Center, un premier avion puis un second et les deux tours qui se sont effondrés, avec ce témoignage d'un homme qui se trouvait à l'intérieur même d'une des tours du World Trade Center. Écoutez.
On était au premier étage de la première tour qui s'est effondrée. Et au début, on a senti une légère vibration. Et puis d'un seul coup, des tonnes de débris ont explosé dans le restaurant où nous nous trouvions. Et puis après, on a essayé par tous les moyens de s'échapper. Voilà donc les États-Unis coupés du monde, tous les aéroports sont fermés, tout le trafic aérien commercial américain est même fermé jusqu'à mercredi soir. Toutes les desserts du territoire américain, bien sûr, avec l'Europe, sont annulées, sont suspendues. Plusieurs vols depuis la France ont même dû rebrousser chemin en plein vol. Je vous propose maintenant justement d'écouter ce témoignage de touristes américains qui se trouvaient justement dans un avion qui a dû rebrousser chemin en plein vol. Reportage à Roissy. On rentrait chez nous et l'avion a dû faire demi-tour à cause de l'attentat. Et que vous a dit l'équipage? En fait, ils ne nous ont rien dit, les informations arrivaient en français, et puis on a entendu quelques minutes après qu'il y avait un problème à New York. Mais l'équipage ne savait pas ce qui se passait exactement, il devait juste faire demi-tour et rentrer à Paris. Comment avez-vous réagi? Nous avons compris que quelque chose de très grave s'était produit, on ne savait pas exactement quoi, mais quand nous avons fait demi-tour, nous savions que quelque chose de vraiment grave s'était passé. On était dans l'avion depuis 1h30, 2h, puis le commandant de bord est venu nous voir et nous a dit qu'une attaque terroriste avait eu lieu et qu'on devait faire demi-tour. C'est tout ce que nous savions et puis l'avion est rentré et alors là nous avons finalement appris ce qui s'était produit. Voilà donc témoignage de touristes américains, de passagers qui se trouvaient dans des vols, qui ont rebroussé chemin en plein vol, alors que donc tout le trafic aérien commercial est suspendu avec les États-Unis. Air France a d'ailleurs mis en place un numéro vert. Pour toute information, vous le voyez, vous pouvez composer le 0800 800 812. Oui, 8 avions d'Air France ont été obligés de faire demi-tour au-dessus de l'Atlantique. La presse américaine nous parvient également. Regardez le numéro du Herald Tribune qui a été envoyé il y a quelques minutes à l'Asie, donc des pirates de l'air, des avions détournés frappent les deux tours jumelles et le Pentagone. C'est la une du Herald Tribune. Nos confrères du Figaro également viennent de nous faire parvenir le une. Terreur à New York. On apprend également, Catherine, toujours à propos de ce qui se passe en ce moment à New York, alors que nous cherchons à joindre notre correspondant Pierre-Alexandre, que les hôpitaux de New York sont submergés par l'afflux des victimes, l'afflux des personnes. Le maire de New York a parlé de chiffres terrifiants, rappelons-le. À l'hôpital Saint-Vincent, situé près des deux tours, on avait enregistré 209 victimes en début d'après-midi. Plusieurs blessés d'ailleurs qui sont décédés à leur arrivée à l'hôpital, plusieurs personnes qui arrivent en fait dans les hôpitaux déjà dans un état critique, des personnes qui souffrent de blessures graves, de fractures, de brûlures. Et on a vu d'ailleurs des images de personnes qui se jetaient par les fenêtres des tours qui étaient alors en feu avant leur effondrement. Et puis rappelons également que ces 4 appareils, au total 2 sur le World Trade Center, 1 sur le Pentagone à Washington et un quatrième qui lui s'est crashé en Pennsylvanie sans avoir atteint son but, eh bien on fait de toute façon plus de 260 victimes. Colonel Dufour, je me tourne à présent vers vous. Quelle peut être la riposte des Américains? Est-ce qu'il va falloir frapper fort et vite? Frapper vite, ça risque d'être difficile, ou alors ça va être un peu comme lors des attentats contre les ambassades de Nairobi et qui avaient été frappés des objectifs soit au Soudan, une usine de produits chimiques, soit le désert en Afghanistan. Le problème est d'identifier, et pour identifier, ça demande un travail probablement long, on ne peut pas savoir. En revanche, après, il faudra frapper. Or, la riposte antiterroriste ne peut pas être une riposte d'antiterroriste d'État, c'est-à-dire qu'on ne va pas frapper indiscernement un pays adverse, ou alors les Américains ne traiteraient pas l'affaire comme il le faut. Il ne faut traiter que les coupables, et tout le problème est là. Même si ce sont les talibans qui soutiennent par exemple Oussama Ben Laden. Et qui si les Américains arrivent à identifier l'adversaire, à ce moment-là, bien sûr, la riposte sera terrible. Mais le problème est de l'identifier précisément et de le frapper précisément. Et on apprend à l'instant, encore une fois, qu'un haut responsable américain, mais toujours sous le couvert de l'anonymat, soupçonne évidemment Ben Laden. Si vous me permettez, l'enchaînement est quand même assez simple, parce que Oussama Ben Laden, partons de l'hypothèse quand même que Oussama Ben Laden
ou quelqu'un de pas loin est l'organisateur de cette affaire. Ils ont une situation tout à fait exceptionnelle en Afghanistan. Ils avaient un petit peu aussi un pied en Tchétchénie, mais en Afghanistan, ils ont véritablement ce faux État, parce que ce sont des sortes de Khmers rouges que les talibans, qui leur donnent un abri total et les protègent des sanctions. Avant même de songer à des gestes qui peuvent apaiser l'opinion, la véritable affaire, c'est une explication de gravure avec l'armée pakistanaise. Une grande armée avec une bombe atomique. Et il faut leur demander combien de temps encore allez-vous tenir avec vos services secrets, vos livraisons d'armes, à bout de bras ce régime des talibans. Allez-vous, oui ou non, cesser de le soutenir? Et c'est là que commence l'engrenage de la crise. Je pense en tout cas que nous avons, dans les minutes là, qui ont suivi cet attentat, assisté en direct à la fin du zéro mort. Après une attaque de cette ampleur sur les États-Unis, c'est fini maintenant. Les attaques aériennes sans intervention de toutes les forces armées. Le ciblage, c'est terminé. Possible. Nous avons assisté, probablement, nous avons scellé l'entente russo-américaine, car on ne peut pas frapper les talibans sans concertation avec les Russes. C'est même le seul endroit de la planète aujourd'hui où la CIA et le KGB ont commencé à travailler vraiment ensemble pour petit à petit endiguer les talibans. Et nous avons assisté probablement à la fin de l'alliance saoudienne, car ce que les Américains vont demander à l'Arabie saoudite, et ça c'était un des calculs de Osama Ben Laden, va évidemment profondément perturber le royaume, comme il va profondément perturber son grand allié pakistanais. Merci, beaucoup de changements donc à prévoir. Il est 22h, vous écoutez LCI, édition spéciale toute cette soirée, mais aussi toute cette nuit, où nous serons en direct sur cet effroyable apocalypse, selon le titre de la presse de demain d'ailleurs, qui a frappé les États-Unis, le cœur même de la finance Manhattan et le cœur de la défense américaine au Pentagone. Catherine. Oui, rappelons que 4 avions détournés sont venus s'écraser. 2 tout d'abord sur les tours du World Trade Center à New York, un autre avion sur le Pentagone à Washington et le dernier avion perdu en Pennsylvanie, près de Pittsburgh. Revenons sur le fil des événements de cette terrible journée avec Géraldine Ponce. 9 h ce matin à New York. Alors que des milliers de personnes commencent à peine leur journée dans les bureaux du World Trade Center, un avion de ligne vient de s'écraser sur l'une des 2 tours. L'explosion est impressionnante. Le bâtiment de 110 étages est touché aux 2/3. Il est en flammes. Certains employés pris au piège tombent dans le vide. La police new-yorkaise a à peine le temps d'évacuer des environs qu'un second appareil s'encastre alors 18 minutes plus tard dans l'autre tour cette fois-ci. D'importants nuages de fumée s'échappent des 2 bâtiments. Dans la précipitation, les ambulanciers tentent d'évacuer les 40 000 employés. Mais le temps est compté. Les 2 tours en flammes menacent de s'effondrer à tout moment. Quelques instants plus tard d'ailleurs, la première tour explose dans un immense nuage de poussière et s'écroule. La seconde tour s'effondre à son tour un peu plus tard. Malgré le périmètre de sécurité, les dégâts sont immenses. Image d'apocalypse dans les rues de New York. C'est la panique. Les blessés ainsi que les passants en proie à des crises d'hystérie sont évacués. Les autres s'enfuient en criant. Le chaos est total. Selon le maire de New York, le bilan des victimes est terrifiant. Let's just get back. Get back. Get the cameras out of here. Let's go. Get off. Le FBI évoque immédiatement la piste de l'attentat. Le Front de libération de la Palestine aurait d'ailleurs revendiqué les 2 attaques, information finalement démentie par un responsable du groupe. Le président Bush en déplacement en Floride a commenté ce drame. Il parle de tragédie nationale dont les auteurs seront traqués. Et la folie terroriste ne s'arrête malheureusement pas là. Dans l'heure qui suit, un avion de ligne s'écrase sur le Pentagone en plein cœur de Washington. Le département d'État est à son tour en feu, touché par l'explosion d'une voiture piégée. Par crainte d'une nouvelle attaque, la Maison Blanche, le siège de l'ONU et le sud de Manhattan sont évacués.
Et dans la foulée, un Boeing 747 assurant la liaison Newark-San Francisco s'écrase sur Pittsburgh, en Pennsylvanie. Les autorités américaines sont débordées et annoncent la suspension de tous les vols commerciaux jusqu'à nouvel ordre. Les 4 avions qui se sont écrasés étaient en effet des avions de ligne d'United Airlines et American Airlines. Ils ont tous été détournés en vol. Ce soir, tous les aéroports du pays sont fermés et les États-Unis coupés du monde. Et ils le resteront encore une fois une partie de la journée de demain. Pierre-Alexandre, bonsoir. Il est 16h chez vous à New York. Quelle est la situation ce soir, 7 heures après ce double attentat? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Qu'est-ce que vous entendez? Bien écoutez, au-dessus de Manhattan, il y a toujours une épaisse fumée, mais elle est un petit peu moins dense et un petit peu plus claire que tout à l'heure. Les recherches dans les décombres ont commencé, on cherche à retrouver des blessés afin de les évacuer vers les hôpitaux. Le chiffre que l'on a pour l'instant, c'est 600 personnes qui auraient été pour l'instant transférées vers les hôpitaux de New York, et puis des appels incessants pour demander aux New-Yorkais de donner leur sang justement pour venir en aide aux blessés. Il n'y a toujours pas de bilan définitif. Rudy Giuliani, le maire de New York, a dit tout à l'heure effectivement que le bilan serait terrible, mais qu'il ne pouvait pas pour l'instant faire la moindre estimation. Donc pour l'instant, eh bien, tout cela se poursuit, les recherches dans les décombres se poursuivent. Il y a des hélicoptères qui viennent chercher les blessés afin de les emmener vers d'autres hôpitaux, vers d'autres villes américaines. Et puis donc voilà ce que l'on peut dire. Manhattan a été évacué, hein, Pierre. Alors toutes les personnes qui se trouvaient effectivement dans le sud de Manhattan ont été évacuées vers le nord ou vers d'autres quartiers, et on leur a demandé de rentrer au plus vite chez eux. Donc pour l'instant, eh bien, les rues se vident. Ici, je suis à Brooklyn, je suis à moins de 100 mètres du foyer, de la fumée blanche qui s'élève, et c'est le calme. Tout le monde rentre chez lui, les mines sont consternées, mais il n'y a pas de mouvement spécifique. Vous l'avez dit, Pierre-Alexandre, appel incessant au don du sang. Les hôpitaux de New York sont débordés. 170 hôpitaux à New York, ils sont tous effectivement mobilisés. Il y a 600 personnes qui sont transférées vers les hôpitaux, et on peut penser que dans les heures qui viennent, le mouvement va s'amplifier. C'est pour ça effectivement qu'il y a des hélicoptères qui établissent d'ores et déjà des transferts vers d'autres villes afin justement de pouvoir offrir une qualité de soins la meilleure possible. Apparemment, Pierre, également le métro fonctionne toujours, ce qui a permis une évacuation relativement rapide. Oui, le métro ne fonctionne pas dans la zone directement touchée, mais autour, dans la partie nord de New York, dans les autres quartiers, que ce soit le Bronx, le Queens ou Brooklyn, eh bien là, le métro fonctionne, et cela afin de permettre aux habitants de New York de rentrer au plus vite chez eux. Tout à l'heure, le maire de New York a annoncé une mesure spéciale. Une aide allait être apportée très rapidement aux enfants dont les parents ne pourraient pas que les parents ne peuvent pas venir chercher ce soir à l'école. Merci beaucoup, Pierre, et bien entendu vous restez avec nous pour toute cette soirée, cette nuit spéciale sur LCI. Je vous propose de revenir maintenant sur l'événement de ce matin. Il était donc 9h moins 5 en plein centre de New York. Regardez ce témoignage filmé au cœur même du World Trade Center, signé Guillaume Deblé. Au pied des 2 tours qui viennent de s'effondrer, tout le monde est recouvert d'une épaisse couche de poussière blanche. Partout des gravats, une lumière surréelle. Cette femme qui gémit est évacuée. Elle est choquée mais indemne. La caméra s'avance dans les entrailles du bâtiment. Étrangement, derrière ces vitres brisées, dans ce qui était le hall, tout semble calme. Seules des sirènes au loin rompent le silence. Autour, à l'extérieur, ils sont des milliers à avoir tout vu, sans réussir à y croire. Des témoins racontent. Nous étions dans le centre financier lorsque nous avons entendu un énorme boom. Il y avait de la fumée qui sortait des fenêtres, les gens se sont jetés au sol, et alors on a vu le trou béant dans la tour. Il y avait de la fumée partout et les gens sautaient par les fenêtres. Ils sautaient par les fenêtres pour s'échapper. J'étais en train de secourir des gens lorsque nous avons entendu une énorme explosion. Tout d'un coup, tout est devenu noir, des bris de verre nous tombaient dessus, blessant les gens en dessous. Tout était très sombre et épais, c'était comme de la neige, mais en fait c'était des morceaux de l'immeuble qui nous tombaient sur la tête. La tour qui s'effondre paraît toute proche. La panique est terrible, il faut fuir le plus vite possible. Dans les rues, il y avait des New-Yorkais, des Américains, mais aussi beaucoup de touristes étrangers.
Rapidement, un semblant d'organisation apparaît. Ces hommes crient à la foule de ralentir. Aux abords du lieu de la catastrophe, les rues deviennent quasiment désertes. Reste juste cette poussière blanche qui recouvre tout, comme si New York avait été ensevelie. Alors le président George Bush, qui se trouvait en Floride au moment de la catastrophe, n'est pas rentré à Washington, à la Maison-Blanche, qui a d'ailleurs été évacuée après ce qui s'est passé au Pentagone. Le président George Bush qui se trouve en ce moment sur une base du Nebraska, où il a convoqué une réunion de ses principaux conseillers en matière de sécurité. Il faut spécifier que le Nebraska abrite une partie des centres de commandement stratégiques américains enterrés à grande profondeur. George Bush qui s'est tout d'abord exprimé pour dénoncer une tragédie nationale et qui a déclaré que, bien sûr, les auteurs seraient pourchassés. On écoute le président américain. C'est la liberté elle-même qui a été attaquée ce matin par un lâche sans visage. Et la liberté sera défendue. Je veux rassurer le peuple américain. Toutes les ressources du gouvernement fédéral travaillent à aider les autorités locales pour sauver des vies humaines et pour aider les victimes de ces attentats. Ne vous y trompez pas. Les États-Unis pourchasseront et puniront les responsables de ces actes de lâcheté. Je suis en contact régulier avec le vice-président, le secrétaire de la Défense, l'équipe de la sécurité nationale et les membres de mon cabinet. Nous avons pris toutes les précautions de sécurité appropriées pour protéger le peuple américain. Nos soldats aux États-Unis et partout dans le monde sont en état d'alerte. Et nous avons pris les précautions de sécurité nécessaires pour assurer le fonctionnement du gouvernement. Nous avons été en contact avec les dirigeants du Congrès et avec les dirigeants du monde, afin de les assurer que nous ferons tout ce qui sera nécessaire pour protéger l'Amérique et le peuple américain. Je demande au peuple américain, avec moi, de dire merci à tous ceux qui se sont battus pour sauver nos concitoyens et de se joindre à moi également pour prier pour les victimes et leurs familles. La résolution de notre grande nation est mise à l'épreuve. Ne vous y trompez pas. Nous montrerons au monde que cette épreuve, nous la passerons avec succès. Autre intervention intervenue il y a quelques minutes, toujours dans l'esprit de rassurer le peuple américain. Elle s'appelle Karen Hughes, c'est la conseillère spéciale pour la sécurité du président Bush qui s'exprimait, et le symbole est fort, depuis le FBI pour rassurer le pays et dire que le pays fonctionne toujours malgré cette tragédie. Écoutez-la. Le gouvernement fédéral continue à fonctionner efficacement. Nous avons un plan d'urgence. Et sous la direction du président Bush, nous avons commencé à le mettre en œuvre dès la première attaque qui s'est produite ce matin à New York. Nous avons contacté les forces américaines et les ambassades des États-Unis de par le monde. Nous les avons mises en état d'alerte. Les services secrets américains ont immédiatement assuré la sécurité du président, du vice-président, du speaker. Ils sont tous en sécurité. Il y a également des membres de l'équipe du Conseil de sécurité. Le président Bush, comme vous le savez tous, se trouvait en Floride lorsque la première attaque a eu lieu ce matin. Air Force One a maintenant atterri au Nebraska. Et le président est en lieu sûr. Vincent Hervouet, qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant des États-Unis? George Bush était dans son rôle quand il a dit ne vous trompez pas, on vous poursuivra partout. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la part des États-Unis? Bon, on a expliqué que vu le mobile et vu l'absence de suspects en dehors d'Osama Ben Laden, on a été obligé de prendre en compte d'abord ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est une première, parce que c'est la première fois qu'un avion est utilisé comme une bombe. D'abord, c'est la première fois que
Plusieurs attentats de masse, plusieurs attentats suicides sont organisés en même temps, sont simultanés. C'est la première fois que, sans doute, l'attentat le plus meurtrier qui ait jamais été commis, en tout cas le plus spectaculaire, ça, il n'y a aucun doute. Et puis, c'est pratiquement la première fois que l'Amérique est visée au cœur de son empire, au cœur de sa puissance, et d'une manière aussi ostensible. Alors, c'est un attentat politique. C'est pas un attentat comme on en a connu jadis, qui servait de chantage finalement, qui était rentré dans un rapport de force entre États. C'est un attentat profondément idéologique. C'est fait pour faire mal, c'est fait pour frapper les imaginations. Ça ressemble effectivement à une vengeance, la volonté d'humilier. Et puis, bon, c'est quelque chose de profondément idéologique ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'on pense à Ben Laden. Alors, face à ce basculement auquel on vient d'assister, dans une sorte de nouveau terrorisme, d'hyper-terrorisme, qui renvoie tout ce qui s'est passé avant, dans le conflit notamment israélo-palestinien, à une sorte de préhistoire du terrorisme, eh bien, il va falloir faire une véritable révolution mentale. Trouver un adversaire, qui ne soit pas simplement un État voyou. Il ne va pas suffire de bombarder une usine au Soudan ou de stigmatiser ou essayer de toucher Kadhafi. Il faut une autre réponse. Alors, les Israéliens ont une petite longueur d'avance. On a entendu tout à l'heure Eliyahu Ben Eliezer, le ministre israélien de la Défense, dire que le terrorisme de l'islam extrémiste représente la principale menace qui plane de nos jours sur le monde libre. Donc en Israël, tout le monde désigne évidemment les extrémistes musulmans. Et on sent bien qu'il y a la volonté de vouloir faire prendre à l'Amérique au sérieux la menace que représentent les croisés de l'islam face à nos sociétés qui sont très vulnérables. La position d'Yasser Arafat dans tout ça, qu'on a vu intervenir très vite alors que son peuple, en tout cas certains enfants... Yasser Arafat est un politique, il mesure le désastre que représente pour la cause palestinienne, d'abord l'attentat lui-même, ensuite les réactions qu'il a suscitées dans les rues arabes. On a distribué des bonbons à Jérusalem, on a fait des tirs de joie à Naplouse, on a manifesté de la liesse à Ain el-Oué, dans les camps du Sud-Liban. Donc Arafat est suffisamment fin politique pour avoir tout de suite compris à quel point cela allait nuire à son combat et aggraver encore le rapport de force qui est à son défaveur avec Israël. Frédéric Ancel, vous nous avez rejoint, vous êtes spécialiste du Proche-Orient. Vous aussi, une réaction à propos des Palestiniens, Yasser Arafat? Oui, de toute façon, effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, ça ne peut pas favoriser la cause palestinienne auprès de l'opinion publique américaine. Et Yasser Arafat essaye désespérément depuis un certain nombre d'années de jouer la carte maîtresse dont il dispose, parce qu'effectivement, Vincent Hervouet l'a dit, le rapport de force global, économique et militaire, il n'est pas en faveur des Palestiniens, mais ici aujourd'hui, ils sont beaucoup plus et mieux armés qu'avant. Donc Yasser Arafat joue la diplomatie. Et la diplomatie, c'est avant tout, finalement, plus que les chancelleries, les opinions publiques. Mais lorsqu'on voit des Palestiniens en liesse, et peu importe le contexte politique, lorsque les Américains voient cela devant leurs écrans de télévision alors que ce sont des civils qui ont été touchés, il ne s'agit pas de militaires américains sur un bâtiment de guerre aux confins de l'océan Indien, l'opinion publique américaine ne peut bien évidemment que voir de manière un peu manichéenne le conflit comme toujours celui de l'ami, de l'allié contre les ennemis irréductibles. Pourquoi, si il s'avère que Ben Laden est derrière tout ça, pourquoi aujourd'hui, maintenant ? Alors ça, là vous me posez une colle. C'est très très difficile à savoir pourquoi aujourd'hui et maintenant. Lorsque j'ai entendu ce qui s'était passé, j'ai regardé effectivement ma montre pour savoir quelle date on était. Alors peut-être que ça correspondait aux accords d'Oslo, un anniversaire. Bon, quelque chose. Je vous avoue très franchement que je n'ai pas trouvé. Je pense que c'est quelque chose qui était prévu de très longue date, parce que pour disposer une telle logistique, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin d'une telle logistique, il a fallu un entraînement qui, à mon avis, a pris des mois avec des avions réels. Dans une vallée perdue du Moyen-Orient, je ne sais pas, en Afghanistan, au Pakistan, je ne sais pas, on peut trouver beaucoup de terrain, mais il a fallu énormément de choses. Alors pourquoi aujourd'hui? Très sincèrement, je ne sais pas, je pense que c'est quelque chose qui de toute façon n'est pas directement lié au blocage israélo-palestinien, parce que néanmoins le terrorisme existe, et ce type de terrorisme, bien que sans cette ampleur, mais enfin ce type de terrorisme fanatique existe quand même depuis beaucoup d'années. Alors justement, le combat de Ben Laden n'a rien à voir, s'il vous plaît, avec la négociation des accords d'Oslo. Ça n'a rien à voir. Alors justement, nous allons revenir là-dessus. Les principales organisations terroristes ont démenti cet après-midi toute participation à cette série d'attentats sans précédent, que ce soit les Palestiniens du FPLP, du FDLP, le Hamas, qui n'affirme donc n'avoir aucun lien avec ces événements, ainsi que les talibans en Afghanistan, qui ont démenti tout rôle du milliardaire Oussama Ben Laden. Patricia Loison.
Première revendication floue, premier démenti très net, le FDLP, le Front démocratique de la libération de la Palestine, est le premier ce soir depuis son quartier général des territoires palestiniens à démentir toute implication dans la série d'attentats aux États-Unis. Même tonalité chez son presque homonyme, le FPLP, qui réfute tout lien avec la tragédie américaine, en dépit des menaces proférées en août dernier de frapper les intérêts américains après la mort du chef du mouvement tué par des missiles israéliens. Autre mouvement qui se met hors de cause, le Hamas, toujours dans les territoires. Son chef spirituel, Cheikh Ahmed Yassine, affirme que son combat se situe sur la terre palestinienne et que ses hommes ne sont pas prêts à aller le mener ailleurs. Dernier soupçonné, dernières explications en provenance des talibans, les hôtes de l'ennemi numéro 1 des États-Unis, Oussama Ben Laden. L'ambassadeur des talibans au Pakistan condamne l'attaque terroriste d'aujourd'hui. Le mouvement affirme que son allié Ben Laden n'a lui non plus aucune responsabilité dans ce drame. L'intéressé, lui, est le seul à garder le silence. Le fils de famille saoudien, qui se veut le nouveau chef du djihad, avait prévenu il y a 3 semaines, selon le rédacteur en chef du quotidien arabe Al-Quds à Londres, qu'il projetait de mener une attaque importante contre les intérêts américains. Alors, on l'a vu, les talibans donc démentent toute participation à la fois d'eux-mêmes ou de Ben Laden dans ce double attentat. Et pourtant, une bande vidéo de Ben Laden lui-même annonçait des frappes contre les États-Unis il y a quelques mois. Regardez ce sujet d'Olivier Ravanello. Ceci est un film de propagande dont le héros est Oussama Ben Laden. Sur une musique, des chants appelant au djihad, à la guerre sainte, le milliardaire terroriste se donne en spectacle. En Afghanistan, où il a trouvé refuge depuis 5 ans, Ben Laden s'entraîne au tir. Le terroriste islamiste, dont la tête a été mise à prix par les États-Unis, désigne les ennemis. Les fruits de cet entraînement serviront la cause du djihad, de la guerre sainte, voulue par notre seul et unique Dieu. Nos frères de Palestine nous attendent. Ils ont besoin de nous pour écraser les États-Unis et l'État d'Israël. Cette vidéo d'1h30 est un appel à la mobilisation. L'image est là pour démontrer que d'autres ont déjà pris les armes, que face à la première puissance mondiale, Ben Laden a les moyens de ses ambitions. Entraînement dans le camp d'Al-Farouk, dans le désert afghan. Endoctrinement et entraînement militaire des plus jeunes. Simulation d'opération commando. Le film est passé sur Al Jazeera, la chaîne d'information la plus regardée dans le monde arabe. Comble du scénario, ce simili-jeu vidéo installé en plein désert. Un homme debout tire de manière réflexe, dès qu'apparaît à l'écran l'une des cibles. Bill Clinton en tête. Apparemment, la vidéo date un peu. Mais peu importe, le symbole de la victoire est là. Le navire américain Cole, éventré par une explosion qui a coûté la vie à 17 marins américains. Selon un journal koweïtien, Ben Laden l'aurait revendiqué. Alors, Roger Kuckerman nous a rejoint. Vous êtes le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci d'être avec nous. Je crois que vous ne pouvez pas rester très très longtemps. Est-ce que vous voyez cette tragédie américaine comme intimement liée à ce qui se passe au Proche-Orient ou bien comme un acte isolé et plus général d'un Ben Laden? On peut répondre oui et non à cette question. Je vais vous dire, je crois que ce qui s'est passé, c'est Pearl Harbor puissance 3. C'est-à-dire que c'est une déclaration de guerre, mais c'est une déclaration de guerre qui a fait beaucoup plus de morts qu'à Pearl Harbor, qui fait des morts civiles et pas des morts militaires, comme à Pearl Harbor. Et ensuite, l'auteur est inconnu et on ne sait pas où il se situe. On imagine, on est à peu près certain qu'il s'agit de mouvements islamistes. Ces mouvements islamistes, on les a vus partout. Alors on les voit bien sûr en Israël commettre des actes terroristes constamment, mais on les a vus ailleurs. On les a vus en Indonésie, aux Philippines, un peu partout dans le monde, en Algérie. Et donc la terre entière est envahie par cette atmosphère de terrorisme islamique. Et je trouve que ce qui vient de se passer, finalement, c'est la suite presque logique de Durban. Parce qu'à Durban, on a entendu des discours épouvantables, violemment... conférence contre le racisme, qui s'est transformée en une conférence de haine contre les Juifs, contre Israël, contre l'Occident.
et qui a provoqué finalement le départ américain. Tout de même, c'est un attentat qui a été là préparé visiblement de très longue date. Bien entendu, mais je dis que cette organisation terroriste, elle existe depuis longtemps, elle s'est épanouie à Durban, il y avait 10 000 délégués, 3 000 ONG, dont beaucoup créés pour l'occasion, et toutes se sont exprimées avec une violence inouïe, et moi je pense que quand les Juifs sont menacés, comme on l'a vu déjà au cours de la Deuxième Guerre mondiale, finalement c'est l'Occident, c'est la liberté, et c'est la démocratie. C'est le cœur même, avec ces deux symboles de la finance et de la défense américaine. On a l'impression que ça va beaucoup plus loin que cela, que la tragédie du Proche-Orient. Mais c'est bien ce que je dis. Je dis en effet que quand on menace une catégorie comme les Juifs ou comme les Tziganes ou comme n'importe qui, finalement, c'est la liberté et la démocratie qui est menacée, et l'Occident est en danger parce que, effectivement, on s'est attaqué, comme dans les années 30 et 40, au principe même de la liberté et du respect humain. Merci beaucoup, Roger Kuckerman, de nous amener votre témoignage. Catherine, on repart sur la situation en France, alors que, rappelons-le, le plan Vigipirate a été renforcé à la suite de ces événements américains. Oui, alors que Jacques Chirac donc a exprimé tout à l'heure, vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne, sa solidarité au peuple américain. Nous sommes tous concernés, a notamment déclaré le président de la République. Un conseil restreint s'est tenu à l'Élysée en début de soirée avec tous les ministres concernés et bien sûr aussi Lionel Jospin. Damien, vous le disiez, le plan Vigipirate renforcé est déclenché. Des mesures de sécurité maximum sont prises dans tous les lieux publics, dans les gares, dans les aéroports et dans tous les espaces dits sensibles de la capitale. Explication Fabien Amias. Il est à peine plus de 15 heures. Jacques Chirac, en déplacement à Rennes, prend la parole pour une réunion programmée de longue date. Je suis dans l'obligation absolue de regagner immédiatement mon bureau à Paris. Le président a déjà appelé Lionel Jospin. Le Premier ministre se trouve à Matignon. Les deux hommes décident de se retrouver à l'Élysée en fin d'après-midi. Pour préparer ce rendez-vous, Lionel Jospin réunit Daniel Vaillant, Hubert Védrine et Jean-Claude Guessot dans son bureau. Les mêmes retrouveront Jacques Chirac. À l'ordre du jour, rassurer les Français et assurer leur sécurité. Nous avons indiqué au président de la République les décisions qui ont été prises par le gouvernement, et notamment la mise en œuvre du plan gouvernemental d'alerte et de prévention qui s'appelle Vigipirate renforcé. Je l'ai dit, il faut rester attentif et en même temps être calme. Jacques Chirac, lui, s'est isolé avec ses conseillers. À 21h, il s'adresse aux Français. Ce qui s'est produit aux États-Unis nous concerne tous. Nous ne connaissons à ce stade ni les auteurs, ni les raisons de ces actes barbares. La situation requiert néanmoins sang-froid, mais aussi vigilance et mobilisation. Les mesures de précaution qui s'imposent ont été prises immédiatement par le gouvernement. Ce soir, il n'y a pas eu le moindre différend entre les deux chefs de l'exécutif. Les querelles de la cohabitation passent après la sécurité des Français. Voilà, donc plan Vigipirate maximalisé. On apprend également qu'une dizaine d'appareils de chasse français sont prêts à décoller après alerte dans les 2 minutes et que les endroits publics vont être renforcés en policiers et en soldats. Nous retournons aux États-Unis où nous venons de recevoir des images très dures de la situation en ce moment dans le World Trade Center, ou du moins ce qu'il en reste, avec ce sujet de Géraldine Ponce. 11 septembre 2001, île de Manhattan, au sud de New York. Il ne s'agit pas d'archives de guerre, encore moins d'un film hollywoodien. Aujourd'hui, la réalité a dépassé la fiction. Voici les rues du quartier, quelques heures après les 2 attentats suicides sur le World Trade Center. La ville la plus moderne du monde est maintenant défigurée. Manhattan, caché sous un immense nuage de poussière, son sol recouvert de milliers de tonnes de débris. Le quartier a rapidement été évacué, mais les sauveteurs continuent de fouiller dans les décombres à la recherche d'éventuelles victimes prises au piège sous des amas de pierres. Sans grand succès, ce paysage fait craindre un très lourd bilan, notamment parmi les centaines de sauveteurs qui ont accouru de tous les quartiers de New York juste après la première explosion et avant qu'un second avion s'écrase sur le bâtiment. Tout est détruit. Devant l'une des tours du World Trade Center, seule la plaque indique que nous sommes devant l'un des plus prestigieux emblèmes des États-Unis.
Frédéric Ancel, on rappelle que vous êtes spécialiste du Proche-Orient. Quelle peut être, selon vous, la réponse américaine à cela? Qu'est-ce que peuvent faire les États-Unis? Est-ce qu'il va falloir frapper fort et vite? Fort et vite, oui, mais contre qui? Lorsque, en 1990, les États-Unis désignent très directement l'Irak, à juste titre d'ailleurs, comme l'agresseur d'un autre pays et comme un État qui menace l'équilibre au Proche-Orient, on sait comment frapper, qui frapper et où frapper. Lorsqu'il s'agit, peut-être, à ce stade, je crois qu'on ne le sait pas encore, mais lorsqu'il s'agit d'Oussama Ben Laden, d'un individu ou de quelques groupuscules d'individus, frapper vite et fort, oui, mais sans F-15 et sans char d'assaut, ça ne convient pas. Donc frapper avec les services secrets. Et je pense là, pour le coup, que les États-Unis d'Amérique, qui ont prouvé au XXe siècle que lorsqu'ils étaient frappés très durement, ils savaient réagir, vont sans aucun doute lancer une contre-offensive, mais j'allais dire dans le cadre d'une guerre souterraine avec les services de renseignement, mais sans aucun doute en demandant d'une part à leurs amis et alliés occidentaux européens en particulier de soutenir très fortement, très fermement cet effort, qui est un effort de guerre, et d'autre part en demandant à leurs alliés, notamment le Pakistan et l'Arabie Saoudite, dont il ne faut pas oublier que ce sont deux États qui sont aujourd'hui dotés de gouvernements très pro-islamistes, eh bien de modérer leurs ardeurs et de moins défendre ou protéger des groupuscules islamistes éventuellement dangereux. Vincent, il y a quand même cette question aussi qui étonne. Comment est-ce que les États-Unis, avec leurs milliers d'agents, tous leurs services de renseignement, n'ont apparemment rien vu venir? Non, ils n'ont rien vu venir, du moins je ne suis pas dans les secrets des services de renseignement américains, je ne sais pas s'ils n'ont pas entendu quelques conversations et s'ils ont oublié des traités. Vous savez, il y a un journaliste à Londres qui est en contact avec le réseau Ben Laden et qui savait, à qui on avait dit, à qui les gens de Ben Laden, qui n'ont pas l'habitude de se vanter finalement, c'est pas tellement la forfanterie leur style, avait dit qu'ils préparaient quelque chose de spectaculaire, sans précédent, et des attaques très très importantes contre... Et il le savait, et pour autant, il n'a pas véritablement pris ça au sérieux, il a attendu de voir. Bon, les Américains ont été pris de court sans aucun doute, parce que c'est un attentat qui est sans précédent. Personne n'avait jamais attaqué les Américains comme ça. Ils savaient qu'il y avait des menaces. Depuis le début de l'été, différentes menaces ont été proférées et les Américains ont même décrété, en termes de département d'État, dans le jargon du département d'État, c'est une menace globale.